Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour Alex Boyaguet. Je le disais à l'instant, vous vous rendez ce matin à l'association, au salon de l'Association des maires de France. On voit de plus en plus de communes qui sont touchées par des intempéries, des tempêtes, des inondations. Vous lancez une mission adaptation au changement climatique pour accompagner 100 territoires l'année prochaine. Ça consiste en quoi exactement? Comment on les accompagne? En fait, effectivement, les maires aujourd'hui sont en première ligne du dérèglement climatique. Moi, je le constate sur le terrain. Je suis élue du Pas-de-Calais. On a traversé 4 ou 5, voire jusqu'à 5 ou 6 séquences d'inondations pour certaines parties de ce département successives en 12 mois. Et ce sont les maires qui sont en première ligne pour réparer un trottoir, venir en aide à des sinistrés, évacuer le cas échéant, accompagner des personnes qui veulent changer de maison. Et on a besoin aujourd'hui de leur apporter de l'ingénierie, parce que c'est des compétences particulières, pour les aider, à poser le diagnostic. Quels sont les risques qui sont liés au dérèglement climatique sur leur territoire? Ce n'est pas la même chose à Calais ou à Boulogne, où vous avez des risques de submersion marine, des risques d'inondation, peut-être moins de risques de canicules répétées, quoique moins de risques de sécheresse, et dans des territoires comme les Pyrénées-Orientales, où il va falloir se préparer à vivre au travers d'un climat désertique, et donc apprendre à cultiver, à travailler d'une manière différente de celle qu'on a connue ces dernières années. Et tout ça, c'est pour les maires changer d'aménagement, changer de mode de travail et investir pour protéger leur population. Dans le budget 2025, il est prévu, en tout cas jusqu'à présent, une baisse du fonds vert qui permet aux collectivités locales de financer les projets. Il y a aussi une baisse de MaPrimeRénov'. Il y a la suppression de la prime à la conversion pour l'achat de voitures électriques. Ce budget, il va pas vraiment dans le sens de l'écologie. Alors, comme tous les ministres, je prends ma part aux efforts de resserrement des finances publiques. Pourquoi ? Parce que si on laisse filer les déficits, nous aurons des prêteurs qui vont exiger qu'on paye plus d'intérêts, et ça sera tout le monde qui sera perdant, puisqu'on consacrera encore plus d'argent à payer nos intérêts de dette plutôt qu'à les consacrer à nos missions de service public, à l'intérêt général, au financement du service public. Donc évidemment, il faut faire ces efforts. Mais il faut bien les orienter. Je veux vous rassurer, sur MaPrimeRénov', je le répète de plateau en plateau, ce n'est pas une baisse du budget auquel on fait face. Parce que le budget qui a été dépensé l'année dernière, il est de l'ordre d'1,7 milliard d'euros. Nous avons un budget en 2025 de 2,3 milliards d'euros. Donc c'est une augmentation et c'est un niveau quasiment historique dans les crédits pour la rénovation thermique des ménages. En revanche, il y a des enveloppes qui sont en recul. Je pense à l'électrification des véhicules. Vous mentionnez le fonds vert. Notre objectif est de faire en sorte de orienter ces dispositifs pour avoir le maximum d'impact, et en particulier pour faire en sorte qu'ils accompagnent les ménages modestes et les classes moyennes qui travaillent pour qu'elles puissent changer de véhicule facilement, bénéficier de la rénovation thermique ou, au travers de leur commune, avoir accès à des réseaux de chaleur qui coûtent moins cher que du gaz naturel. Michel Barnier se rendra jeudi aussi devant les maires. Il y a un coup de rabot qui est prévu pour les collectivités locales de près de 5 milliards. Il a commencé à lâcher du lest devant les départements. Il a raison de dire, écoutez, ce sera sans doute pas 5 milliards à l'arrivée, ce sera peut-être moins. On a toujours été très clair, et le Premier ministre le premier, pour dire que ce budget n'était pas parfait, c'était une copie qu'on mettait sur la table et qu'on allait discuter avec les parlementaires en profondeur, et que nous allions discuter aussi avec toutes les parties prenantes. Et il y a eu des discussions avec les entreprises, avec les associations d'élus, pour faire bouger les curseurs et effectivement trouver les meilleures dispositions qui nous permettent à la fois de réduire notre déficit public, je le redis, c'est important pour tout le monde, mais en même temps de ne pas freiner dans mon portefeuille, par exemple, la transition écologique, cet élan qui est nécessaire, mais pour les collectivités locales, l'investissement local qui est nécessaire à la fois pour des raisons économiques,
parce que ça nourrit la croissance, mais également pour des raisons de service public, puisque les investissements sont faits en appui des habitantes et des habitants. Un petit mot juste en passant sur ce budget. On a quand même l'impression que la copie va être examinée, la copie originelle, celle du gouvernement va être examinée par le Sénat. On a l'impression que le socle commun... ça marche pas bien, ça coince. La semaine dernière, il y avait encore des menaces de démission des 13 ministres EPR qui font partie du gouvernement. Vous en faisiez partie de ceux qui disaient, parce que Laurent Wauquiez avait préempté l'annonce sur l'indexation des retraites, vous faisiez partie des ministres qui se disaient on va démissionner, il y en a marre? Alors, très simplement, Ensemble pour la République, nous sommes une famille politique. Donc moi, je suis évidemment solidaire de ma famille politique. Maintenant, j'observe une chose assez simple, c'est qu'on avance sur ce budget. On avance. Gabriel Attal a notamment revendiqué un certain nombre d'avancées. Je pense sur le prix de l'électricité, je pense sur les charges sociales. Et ces discussions ont lieu, elles ont lieu. Donc vous dites tout va bien au sein du socle commun, c'est pas tout à fait ce qu'on ressent. Est-ce que il y a un risque que le socle commun ne vote pas ce budget, par exemple? Je pense que ce risque est limité dès lors que nous avons des bonnes discussions sur le fond du budget et que tous les groupes sont entendus. Et moi, je ne vois pas de signaux qui seraient manifestés par le Premier ministre de ne pas avoir ce dialogue constructif, mais responsable. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut trouver les bons réglages, mais à la fin, on sait tous que le déficit public ne peut pas filer. Et encore une fois, je le répète, parce que payer 55 milliards d'euros de taux d'intérêt à nos prêteurs, ça n'apporte rien à personne, ni aux Français, ni aux services publics, ni aux collectivités locales. C'est de l'argent qui n'est pas utilisé pour les missions de service public. Mais si Gabriel Attal, parce que c'est son objectif, n'obtient pas les allègements de charges sur les entreprises, ce qu'il souhaite pour alléger le coût du travail, ça pourrait être un casus belli, une ligne rouge, et dire non, nous on le signe pas ce budget. Moi, je le redis, le Premier ministre a indiqué qu'il allait recevoir l'ensemble des familles politiques pour refaire le point sur leurs priorités. Et le dialogue est constant et fluide avec les familles du socle commun. Donc, je suis confiante sur le fait qu'on saura trouver les bons équilibres. Mais c'est pas simple, je le redis. Beaucoup de gens critiquent les discussions qui ont lieu sur le budget. C'est beaucoup plus facile d'avoir un budget en augmentation que d'avoir un budget de responsabilité dans lequel on doit faire des économies, dans lequel on doit faire des réglages sur la fiscalité. Aucun ministre aime réduire son budget, aucun ministre aime augmenter la fiscalité. Donc nous le faisons en responsabilité, avec le plus de professionnalisme possible et en faisant en sorte que tout le monde soit entendu dans notre socle commun. Un mot rapidement sur les agriculteurs qui manifestent à nouveau. Un an, juste à peine depuis leur dernière mobilisation, trop de normes de bureaucratie, de mauvaises récoltes aussi. Vous comprenez leur colère ? Mais vous savez, moi, là aussi, j'ai passé près de 4 heures avec les représentants du monde agricole ces 2 dernières semaines dans mon territoire, des Hauts-de-France. J'entends leurs difficultés. Je veux d'abord rappeler que ce sont les premières victimes du dérèglement climatique. Et ce dérèglement climatique leur coûte très cher. I4CE, qui est un organisme indépendant, a évalué à plus de 2 milliards d'euros l'impact des différents événements climatiques en 2023 sur le monde agricole. C'est 10 fois plus, voire 20 fois Donc, plus faut les aider. Qu'il y a 5 ans. Donc, il faut les aider. Bien sûr qu'il faut les accompagner, ce d'autant qu'eux-mêmes se transforment pour justement répondre à la fois aux besoins de la population. Il faut nourrir la population. Ils ont une mission absolument fondamentale. Et en même temps, pour lutter contre le dérèglement climatique, et en même temps pour faire en sorte de réduire leur propre empreinte environnementale, puisque l'utilisation des pesticides, l'utilisation d'engrais peuvent affecter la qualité des sols et la qualité de l'eau qu'on boit. Donc, ils sont engagés dans ça, mais on doit les soutenir. Et ce qui est insupportable pour eux, c'est effectivement de faire face à de la concurrence déloyale d'autres pays, d'avoir l'impression, eux, de faire les efforts. Donc le Mercosur, vous dites vous aussi non. Même si c'est ouvrir finalement ce grand chantier commercial à la Chine, plutôt qu'à l'Union européenne. Mais moi, je vais le dire très simplement. Le commerce, à condition qu'il soit avec de la concurrence loyale,
pas de problème. Et d'ailleurs, notre agriculture envie de ce commerce. Et le traité du CETA est un traité équilibré en ce sens-là. Le Mercosur, on joue pas à armes égales. Et ça, c'est pas acceptable. On parlera de la COP29 une prochaine fois, désolé. Le temps nous presse. Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher.